Salut, salut! Bienvenue dans l'épisode 4 de ma mini-série sur l'accompagnement parental. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet dont on parle souvent, mais je vais vous présenter un peu mon point de vue par rapport à ce questionnement-là qui revient souvent. Donc, et la question est quoi faire quand mon enfant présente des difficultés langagières ou quand je pense que mon enfant a peut-être des difficultés de langage ou un retard de langage, comme on dit parfois. Donc, je vais appeler cet épisode-là le guide de survie du parent inquiet. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les étapes qu'on peut faire là, quand on a des inquiétudes pour le langage de notre enfant. Premièrement, quand on pense que notre enfant a des défis, ben comme parent, on peut avoir différents réflexes. Hein. C'est très variable en fonction du parent, du type de parent, de nos connaissances, de notre niveau d'éducation à la limite, je dirais. Donc, ce qu'on peut faire, une des premières choses que souvent les parents peuvent faire, là, je vous donne plein de choses que certains parents peuvent faire. Vous êtes peut-être déjà passé par là. Donc, ça va être chercher sur Google. OK? Fait qu'une des premières choses qu'on va faire, c'est vraiment chercher sur Google pour trouver des renseignements. Et là, je vous dirais de faire attention à ce que vous trouvez comme information sur le web. Donc, il y a de l'information qui est très valable, très pertinente et très utile, mais aussi, il y a de l'information qui n'est pas nécessairement fiable ou qui vient de personnes qui sont pas nécessairement qualifiées. Donc, quand on écrit sur Google, souvent, ce qui va ressortir là, dans les premières pages, ça peut être des forums de discussion. Donc, des forums de discussion de personnes, de parents, par exemple, ou de mamans inquiètes qui vont écrire, puis que là, chaque maman va y aller de son commentaire, de comment ça s'est passé pour son enfant, de son histoire personnelle et tout ça. Et ça peut être le fun à lire comme parents, ça peut nous rassurer ou ça peut nous inquiéter, mais c'est pas nécessairement de l'information très fiable et très valide. C'est vraiment une opinion qu'on a de certaines personnes qui sont passées par là. Donc, fait que moi, je dirais faire attention à ça. L'autre chose, c'est que quand on tape, moi, je le fais souvent parce que je crée du contenu, donc j'essaie de voir qu'est-ce qui existe, c'est quoi les questions qui arrivent le plus souvent et tout ça. Et ce que je réalise, c'est que des fois, les articles qui vont apparaître en premier, là, quand on tape des questions comme à quel âge notre enfant devrait produire tel son dans le mot. Mon enfant prononce mal, qu'est-ce que je peux faire? Normes développementales du langage. Mon enfant ne parle pas à 2 ans, quoi faire? Tu sais, ce genre de questions-là, là, on va vraiment souvent écrire ça tel quel sur Google. Juste faire attention parce que des fois, les articles qui vont sortir en premier, c'est pas des articles qui ont été écrits par des orthophonistes ou des professionnels là, compétents ou qui n'ont pas été vérifiés. Hein, parce que des fois, c'est pas l'orthophoniste comme tel qui écrit l'article, mais ça peut être vérifié. L'information peut venir d'une source plus fiable. Donc, juste faire attention. C'est très, très normal de chercher l'information sur Google, sur Internet, mais faites attention à ce que je vous trouvez. L'autre chose que je vous dirais aussi, c'est faites attention à tout ce qui est les groupes Facebook. Donc, moi-même, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Stimuler le langage au quotidien où je partage l'information sur le langage, mais je fais très attention au contenu qui est partagé. Quand les personnes posent des questions, c'est toujours des questions qui sont préapprouvées par moi et auxquelles je réponds d'emblée, OK? Donc, juste faire attention quand vous êtes sur des forums ou des groupes, mettons Facebook, par exemple, de parents ou de mamans. Il y a beaucoup de groupes Facebook de mamans. Juste faire attention aux informations qui sont partagées là, puis toujours double valider ou aller vérifier. Bon, ceci étant dit, grosse parenthèse, mais je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation sur le web. Donc, c'est sûr que c'est un réflexe qu'on a vraiment automatiquement maintenant, mais juste faire attention à ce que vous lisez comme contenu, OK? Sinon, un autre réflexe qu'on va avoir, ça va être de parler à nos proches. OK? Nos proches, notre famille, nos amis, parce qu'on veut un peu aller valider nos inquiétudes. OK? Donc, tu sais, des fois, on peut être porté à demander « Ah, je pense que » ou « Moi, je trouve que », par exemple, il parle pas beaucoup. Puis là, on va avoir, encore une fois, un peu l'opinion de tous et chacun. Puis des fois, c'est des personnes qui sont influentes dans notre vie, qu'on considère, qu'on apprécie beaucoup, et donc leur opinion a beaucoup de valeur pour nous. Fait que juste faire attention aussi à pas se laisser, je vous dirais, pas laisser nos inquiétudes un peu se faire démonter ou se faire normaliser par les personnes qui nous entourent. Donc, tu sais, quand on parle de développement du langage, il y a un grand spectre de différence, en fait, dans le développement du langage. Donc, il y a des enfants qui vont parler plus tôt que d'autres, il y a des enfants qui parlent beaucoup, d'autres enfants qui parlent moins, il y a certains enfants qui prononcent très bien jeunes, d'autres qui prononcent moins bien. Donc, le développement du langage puis les normes développementales du langage, c'est un continuum. Hein?
Donc, c'est pas parce que certains enfants le font que c'est ce qui est attendu pour l'âge, ou c'est pas parce que certains enfants font pas, par exemple, tel son dans le mot que c'est problématique et c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter. Donc, juste garder ça en tête, une grande variété, en fait, dans le développement langagier des enfants. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de mythes et de fausses croyances qui perdurent en orthophonie sur le développement du langage. Les enfants moteurs qui vont parler plus tard, par exemple, un enfant de dernier de famille qui va pas parler. Fait qu'en arrière de tout ça, il y a souvent une partie de vérité, puis une partie une partie qu'on va croire parce que ça nous rassure ou ça nous donne une raison pour la difficulté. Fait que juste vraiment faire attention à ça quand vous consultez des proches, des amis, tout ça. Tu sais, moi, je le remarque parce que, bon, je suis maman, j'ai des amis autour de moi qui ont des enfants et c'est très, très variable. Et entre autres, tu sais, moi, je travaille avec des cocos. Il y a beaucoup de parents qui me consultent parce que leur enfant parle pas ou parle pas beaucoup, justement, puis bon, sont un peu inquiets. Puis l'approche de coaching parental, c'est vraiment parfait à cet âge-là. En fait, là, pour les petits qui parlent pas, c'est une super bonne méthode d'intervention. Et donc, j'ai ça, beaucoup de parents qui me contactent pour des enfants de 2 ans et demi qui parlent pas ou parlent pas beaucoup. Puis j'ai une amie qui a une petite fille qui a 14 mois, qui produit un nombre incroyable de mots et qui fait des combinaisons et parfois même des petites phrases. OK? Des petites phrases là, pas complètes, on s'entend. Mais elle fait des combinaisons de mots à son âge et donc c'est super impressionnant. Ça correspond pas à la norme développementale, c'est au-dessus de la norme développementale. Mais si, par exemple, toi, tu as des enfants, puis tu regardes, par exemple, ta soeur qui a des enfants ou ton ami qui a des enfants, puis que l'enfant ressemble à la petite fille de ma copine, puis que ton enfant parle presque pas, ben ça se peut que tu t'inquiètes. Mais en même temps, l'enfant en question, l'enfant référence, ne représente pas nécessairement les normes. Donc, on garde ça en tête, vraiment important. Ensuite de ça, moi, je vous dirais, un autre réflexe qu'on a beaucoup, c'est parler avec un médecin, parler avec une éducatrice à la garderie, parler avec l'enseignante, si c'est un coco, mettons, du préscolaire ou qu'il y a des difficultés un petit peu plus, mettons, d'apprentissage ou tout ça. Donc, pour moi, c'est déjà un peu une meilleure référence que notre voisine ou notre amie ou notre cousine, parce que en fait, c'est des personnes qui ont quand même un certain nombre de connaissances, OK? Donc, un médecin, normalement, il y a un certain bagage de connaissances en lien avec le développement du langage. Les éducatrices en milieu de garde, ils ont souvent vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Surtout, c'est des éducatrices d'expérience où ils peuvent consulter leurs collègues, leurs pairs pour avoir un avis. Donc, je vous dirais, c'est pour moi, c'est pas nécessairement une référence absolue, mais ça reste quand même un petit peu plus fiable que de comparer ton enfant avec celui de ta voisine, par exemple. Donc ça, voilà. Fait que ça, c'est souvent les réflexes qu'on a. Puis, en fait, le dernier réflexe, c'est celui qui vient... Le dernier réflexe dont je veux vous parler, parce que c'est souvent celui qui vient en premier, ça va être de consulter un spécialiste. OK, donc, mon enfant a des difficultés, je suis un peu inquiète, ça semble pas se développer comme ce qu'on s'attendrait à son âge, et donc, je dois prendre un rendez-vous en orthophonie. Et malheureusement, c'est souvent ce qui est perpétré ou ce qui est même mentionné quand on consulte une éducatrice ou un médecin. Si vous allez voir, par exemple, le pédiatre de votre enfant ou votre médecin de famille, puis vous dites « Ah ouais, tu sais, mon coco, je pense qu'il parle pas beaucoup. » Une des choses qu'ils vont faire, c'est de dire « Ben, va le faire évaluer en orthophonie. » Comme ça, tu vas savoir. Puis, c'est pas une mauvaise chose en soi. Je trouve juste que c'est une option parmi plusieurs autres options, puis que les autres options sont pas nécessairement toujours bien expliquées aux parents. OK, donc, je n'ai rien contre le fait que les médecins, les éducatrices ou les enseignantes réfèrent en orthophonie. Je trouve ça parfait. Je dis toujours qu'aussitôt qu'on est inquiet, on devrait consulter. Mais pour moi, la notion de consulter en orthophonie est beaucoup plus large que celle d'aller faire une évaluation typique là, dans le bureau de l'orthophoniste. Ce dont je veux vous parler, c'est que quand on cherche un spécialiste, en fait, il y a deux choses qu'on va aller chercher comme information quand on veut consulter un spécialiste ou, mettons, je vais dire un orthophoniste dans le cas du langage. C'est, est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que mon enfant se développe normalement? Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce qu'il y a un défi? Puis qu'est-ce que je peux faire avec ça? OK? Qu'est-ce que je dois faire? Si jamais il y a une difficulté, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Puis une des choses que je dis souvent aux parents, c'est faites confiance à votre jugement, à votre petite voix, à votre expérience, hein, même si c'est un nouveau parent, faites confiance à votre jugement de parent, OK? Donc, souvent, quand les parents me consultent, tu sais, des fois, parce que des fois, il y a des personnes qui sont inquiètes, ou des fois peut-être trop inquiètes, puis des fois, il y a des personnes qui sont pas inquiètes, ou peut-être pas assez inquiètes,
OK? Donc, on a comme tout ce spectre-là. Puis c'est la même chose chez les professionnels qu'on consulte, les éducatrices, tout ça. Récemment, j'ai vu une maman en coaching parental, puis il y avait une inquiétude au niveau de la garderie pour certains sons dans les mots, hein, pour un coco qui prononçait pas nécessairement bien ou qui était pas nécessairement bien compris. Mais quand on regarde, hein, quand j'ai analysé tout ça, j'ai regardé les corpus avec maman, m'a envoyé des extraits vidéo, etc. Puis en fait, les sons que l'enfant produisait pas ou les transformations de sons qu'il faisait, c'est encore typique pour son âge. Il se faisait pas comprendre tout à fait, mais à l'âge qu'il avait, on pense que l'enfant est compris à peu près à 50% du temps. Donc, il était encore pas mal dans les normes. C'est pas l'enfant qui avait le langage le plus développé que j'ai vu. Donc, pour moi, c'est un enfant à surveiller. Fait que maman, elle a mis en place des stratégies. On a discuté de ce qu'elle pouvait faire pour l'aider à soutenir le développement de son langage puis s'assurer que ça continue en s'améliorant. Mais c'est pas nécessairement un enfant qui m'inquiétait. OK? Donc, ça, c'est un exemple de peut-être un milieu de garde qui a levé un drapeau rouge un peu rapidement. En même temps, moi, j'aime mieux qu'il lève un drapeau rouge rapidement qu'il lève pas de drapeau rouge, ceci étant dit. Mais justement, la maman, son réflexe a été de dire, ben avant d'aller de prendre un rendez-vous avec une orthophoniste, puis de m'asseoir avec elle, avec mon enfant pendant 1 heure. Elle, ce qu'elle me dit spontanément, c'est je sais même pas s'il va parler parce que mon enfant, quand il est en présence d'étrangers, habituellement, il parle pas. Donc, elle dit, moi, payer comme 500 $, ce qu'elle se devait dire pour aller m'asseoir dans un bureau 1 heure avec mon enfant, alors que je sais très bien qu'il parlera pas ou très peu. Elle dit, je vois pas ce que ça me donne. Donc, son réflexe à elle a été de chercher de l'information, de s'outiller comme parent, de développer des stratégies. Puis là, elle a fait appel à moi et à mon programme justement pour que je puisse lui donner des outils, puis l'amener à observer son enfant, à s'observer, à valider si c'était inquiétant ou pas, etc. Fait que pour moi, ça, c'est consulter une orthophoniste. C'est pas nécessairement la façon traditionnelle de consulter une orthophoniste, mais ça peut être une façon de faire. L'autre chose qu'on oublie souvent, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a à faire autour de nous. Par exemple, il y a le programme Agirto qui est au CLSC, il y a souvent des groupes de parents dans ces programmes-là. Donc, c'est un début. OK? Des fois, c'est suffisant, des fois, ça sera pas suffisant, des fois, il y a de l'attente. Donc, mais juste regardez autour de vous qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, en fait. Donc, tu sais, si on a une inquiétude, puis on se dit, OK, parfait, je vais appeler le CLSC, qu'est-ce qu'il y a? Ou des fois, c'est les organismes communautaires, hein, les maisons de la famille, souvent, ils ont des ateliers de stimulation du langage. Donc, c'est pas nécessairement un service individuel en un pour un. Ou la personne, par exemple, à Agirto, la première personne avec laquelle vous allez parler, c'est pas nécessairement une orthophoniste, mais elle a quand même un questionnaire, elle va vous poser plein de questions, puis ça va allumer des petites lumières de son côté s'il y a une inquiétude ou non. S'il y a une inquiétude, probablement qu'elle va vous référer à des ateliers de groupe pour faire de la stimulation du langage. Donc, déjà, si vous faites ça, ben c'est déjà comme un très bon début. Et pour moi, c'est une façon de consulter. OK? Donc, c'est différent. C'est pas appeler dans une clinique pour prendre un rendez-vous, mais c'est une autre approche et elle est tout aussi valide. Sinon, moi, je dirais, elle devrait peut-être être faite en amont, OK, de toutes les autres démarches. Donc, ça, non, c'est ça. Je reviens un petit peu au fait de se faire confiance et que j'ai beaucoup de parents qui me disent ah, ben j'en ai parlé à mon médecin, mais là, lui, il était pas tout à fait inquiet, il me dit d'attendre, hein, puis le fameux on attend encore qu'il ait 3 ans, on entend encore souvent ça. Pour moi, on n'attend pas qu'un enfant ait 3 ans. Est-ce qu'on a une inquiétude? Oui. Si on a une inquiétude, est-ce qu'on peut s'informer? Est-ce qu'on peut aller lire des informations? Est-ce qu'on peut justement aller chercher des outils plus fiables? Hein? Moi, j'ai mis en ligne une grille d'observation des habiletés langagières. Donc, c'est vraiment par tranche d'âge, par tranche de 6 mois, qu'est-ce qu'on s'attend? En gros, hein, on est dans les normes encore, donc c'est très variable, mais en gros, qu'est-ce qu'on s'attend? Puis qu'est-ce qui nous inquiète? Fait que déjà, si on commence par faire ça, c'est déjà un premier pas, une première étape. OK, là, si mon enfant, il a peut-être des besoins ou des difficultés où je suis pas certaine, OK, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux développer des stratégies? Est-ce que je peux aller m'outiller, moi, comme parent, pour soutenir son langage? Justement, est-ce que je peux faire du coaching parental? Il y a moi qui en fais du coaching parental, mais il y a plein d'autres orthophonistes qui ont mis en place cette approche-là. Tu sais, moi, je donne une formation avec une collègue sur le coaching parental en orthophonie. Fait que des fois, c'est en même temps qu'un suivi ou qu'une thérapie plus traditionnelle, mais il y a souvent des orthophonistes qui vont le faire en amont, justement, avec les cocos qui sont peut-être plus petits, où on va comme vraiment aller outiller le parent avant même de voir l'enfant. Donc, il y a tout ça qu'on peut faire. Fait que moi, ce que je dis tout le temps, c'est avant d'appeler une orthophoniste pour prendre un rendez-vous, il y a beaucoup de choses à faire en amont, OK? Avant même de faire ça. J'ai écrit d'ailleurs un article de blog à ce sujet-là qui est sur mon site web, donc qui s'appelle « Avant d'appeler un orthophoniste », tu devrais. Donc, il y a 3 choses qu'on peut faire, là, comme je l'ai mentionné tantôt.
avant vraiment d'appeler une orthophoniste pour prendre un rendez-vous. Donc, tout ça pour dire que si vous avez une inquiétude en lien avec le développement du langage, essayez de regarder d'abord, qu'est-ce qui entraîne cette inquiétude-là? Est-ce que vous avez comparé l'enfant avec d'autres personnes dont le langage était très développé? Est-ce que vous êtes fié aux jugements, aux opinions de vos proches, de vos amis, de votre famille? Si oui, peut-être que c'est valide, hein? Peut-être que c'est des personnes même dans votre entourage qui vous ont allumé des petits drapeaux, mais allez valider cette information. Allez vérifier. OK? Est-ce que oui, c'est normal? Est-ce que non, c'est pas normal? Comment je le fais pour savoir? Tout ça. Fait que je vais vous mettre en lien. En fait, ma grille d'évaluation du langage, que vous pouvez aller voir un peu où est-ce que votre enfant se situe par rapport à ça. Fait que première chose, après ça, est-ce que vous pouvez vous outiller comme parent? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour soutenir le langage de l'enfant? J'arrête pas de le dire, le parent est un acteur clé dans la stimulation du langage. Donc, le plus important, avant même qu'on intervienne auprès du coco directement, c'est que le parent ait les bons outils, les bonnes informations. Fait allez chercher des outils pour vous, que ça soit sous forme d'ateliers de groupe, de coaching parental, de lecture d'articles, de petites formations. Hein. Je suis aussi partenaire, je fais partie du portail Parents Petits Pas, hein, dans lequel il y a plein de formations sur plein de sujets variés en lien avec la petite enfance. Mais c'est une plateforme justement qui vise ça, outiller les parents avec des données fiables pour qu'eux puissent après ça soutenir le développement des enfants. Donc, il y a plein de façons comme ça d'aller chercher de l'information qui est fiable pour s'outiller nous comme parents. Puis après ça, si on a encore des inquiétudes ou s'il y a d'autres personnes qui ont des inquiétudes ou si on est passé par le dépistage, par exemple, du programme Agir-Tôt, qui est le programme public là, avec le ministère de la Famille, ben si on a des inquiétudes là, on va peut-être aller vers une évaluation en orthophonie. Puis j'en ai parlé dans les épisodes précédents. Pour faire une évaluation en orthophonie, il y a plein de façons de faire. C'est pas nécessairement de prendre rendez-vous dans une clinique pendant 1 heure avec une personne. Il y a plein de façons d'aller observer le développement du langage d'un enfant. Donc, en gros, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, juste gardez tous ces petits points-là en tête si vous avez une inquiétude. Avec les 3 étapes dont je vous ai parlé, je vais mettre tous les liens dont j'ai parlé dans la description de l'épisode ou en dessous de la vidéo. Puis, n'hésitez pas si vous avez aussi des questions. Je peux pas répondre à des questions très, très spécifiques. Hein? Mon enfant a tel âge, est-ce que c'est normal si? À ce moment-là, je vais souvent vous référer à la grille développementale, mais si jamais on débute un accompagnement en coaching parental, à ce moment-là, oui, je pourrais le faire. Puis en fait, j'ai des fois des questions par rapport à ça, puis je sais que j'ai eu des collègues orthophonistes aussi qui sont très présentes en ligne, qui ont eu besoin un peu de recadrer tout ça. C'est juste que on n'est pas selon notre code de déontologie, on peut pas donner des conseils ou des réponses très spécifiques avec ce genre de questions-là quand l'enfant n'est pas un client. Dans le sens où quand un enfant qui est en suivi avec nous ou qui est vraiment un client qu'on va appeler ou un patient si vous voulez aussi, bien, en fait, on a un dossier complet. Fait qu'on a beaucoup d'informations. On va recueillir l'information en son développement, on va faire des observations, on va aller creuser. Fait qu'on va avoir toute l'information requise pour émettre un jugement, pour émettre une recommandation, pour répondre à ce genre de questions-là. Donc, c'est sûr que si on pose une question très, très spécifique avec quelque chose que l'enfant va faire, c'est très difficile pour nous de répondre et en fait, théoriquement, on n'a pas le droit de répondre. Par contre, si vous me dites, si vous me posez des questions là avec le développement, est-ce que c'est normal qu'à tel âge, mettons à 3 ans, l'enfant fasse pas le son re, ben là, je peux vous dire oui, selon les normes ou selon ce qui est attendu, voici ce qu'on s'attend au niveau du développement du langage. Donc, à ce moment-là, je peux y aller plus avec des données, des normes, tout ça. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. La meilleure façon de me rejoindre, ça reste toujours par courriel. info@laurianelacerte.ca. Sinon, je suis très active sur Instagram. C'est l'endroit où je réponds où je vois le plus facilement et le plus rapidement tous les messages. Puis sinon, ben si vous êtes abonné à mon infolettre, j'envoie très, très régulièrement de l'information en lien avec le développement du langage. Donc, ça aussi, c'est une très bonne façon d'être tenu au courant de tout ce que je partage et toute la nouveauté qu'il y a sur mes différentes plateformes. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se revoit dans le prochain épisode.